Il y a des moments dans la vie où un simple chiffre peut tout changer. Des moments où ce que nous croyons savoir sur quelqu'un s'effondre en une seconde. C'est exactement ce qui est arrivé à Marcus Wellington ce mardi matin de novembre, dans cette agence bancaire du quartier de Belleville à Paris. Marcus était debout près du distributeur automatique, consultant ses investissements sur son téléphone. Costume sur mesure, montre suisse à 50 000 €, chaussures italiennes qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens présents. À 38 ans, il avait tout réussi. Entrepreneur dans la tech, 3 startups vendues, un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, une collection de voitures qui faisait rêver. Il venait juste de vérifier son compte principal. 2 300 000 €. Un mardi comme les autres. C'est alors qu'elle est arrivée. Une vieille femme, peut-être 70 ans, vêtue d'un manteau élimé qui avait connu des jours meilleurs. Un sac en tissu déchiré à la main. Des chaussures usées jusqu'à la corde. Elle s'est approchée du distributeur voisin, celui que Marcus avait considéré utiliser avant de choisir l'autre. Ses mains tremblaient légèrement en insérant sa carte. Marcus l'a remarqué du coin de l'œil. Il connaissait ce type de personnes. Les pauvres. Ceux qui comptaient chaque centime. Ceux qui venaient vérifier leur maigre pension. Probablement quelques centaines d'euros tout au plus. Il a ressenti cette pointe de supériorité qu'il connaissait bien. Ce sentiment désagréable mais familier de se savoir au-dessus, d'avoir réussi là où d'autres avaient échoué. La femme a tapé son code PIN, ses doigts arthritiques peinant sur les touches. Marcus a souri en coin. Il se souvenait de sa grand-mère, toujours à se plaindre qu'elle ne pouvait pas s'offrir ceci ou cela. Il avait fini par lui envoyer un peu d'argent de temps en temps, plus par obligation que par envie. Ces vieux qui ne comprenaient rien à l'économie moderne, à l'ambition, au travail acharné. Puis la femme a murmuré quelque chose, si doucement qu'il a dû tendre l'oreille. « Je veux juste voir mon solde. » Sa voix était tremblante, presque une prière. Marcus a levé les yeux au ciel. Pathétique, a-t-il pensé. Tous ces gens qui vivaient dans la peur de ne pas avoir assez. Lui ne vérifiait son solde que pour le plaisir de voir les chiffres augmenter. Et puis il a ri. Un petit rire condescendant, à peine audible, mais suffisant. Un de ces rires qui dit tout ce qu'il y a à dire sur ce qu'on pense de quelqu'un. La femme s'est retournée. Leurs regards se sont croisés. Ses yeux étaient d'un bleu délavé, fatigué, mais il y avait quelque chose dedans. Pas de la colère. Pas de la honte. Juste une tristesse profonde, ancienne. Quelque chose vous amuse, jeune homme. Sa voix était plus ferme maintenant. Marcus a haussé les épaules. Non, non. Excusez-moi. C'est juste que, enfin, vous savez. Voir son solde. Comme si c'était une grande affaire. Il a ri à nouveau. Un peu plus fort cette fois. Une employée de banque qui passait a ralenti le pas, sentant la tension. La vieille femme l'a regardé longuement. Puis, sans un mot, elle s'est retournée vers l'écran du distributeur. Le reçu est sorti. Elle l'a pris dans sa main tremblante, l'a regardé pendant ce qui a semblé être une éternité, puis l'a tendu vers Marcus. Puisque cela vous amuse tant, regardez donc. Marcus a hésité. Quelque chose dans son ton l'avait déstabilisé. Mais sa curiosité l'a emporté. Il a pris le petit bout de papier. Et son monde a basculé. Le chiffre sur le reçu était impossible. 7 842 000 €. Sur un compte courant simple. Pas d'investissement. Pas de portefeuille diversifié. Juste là, disponible. Marcus a cligné des yeux. Il a relu. 7 842 000 €. Presque 4 fois son propre solde. Je ne comprends pas. Sa voix avait perdu toute son arrogance. La femme a repris le reçu délicatement, l'a replié et l'a glissé dans son sac usé. Bien sûr que vous ne comprenez pas, jeune homme. Comment le pourriez-vous? Elle s'est dirigée vers un banc dans le hall de l'agence et s'est assise lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. Marcus l'a suivi, hypnotisé, ses jambes le portant sans qu'il ait décidé de bouger. Madame, je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Elle a levé la main, l'arrêt en net. Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Comment une vieille femme comme moi, habillée comme une mendiante, peut avoir plus d'argent que vous n'en verrez peut-être jamais? Marcus a hoché la tête, incapable de parler. Asseyez-vous. Il s'est assis. L'employé de banque les observait de loin, incertaine d'intervenir ou non. Mon nom est Elisabeth Moreau. Il y a 45 ans, j'étais comme vous. Jeune, ambitieuse, convaincue que l'argent était la mesure du succès.
J'ai travaillé dans la finance, à une époque où les femmes devaient se battre 2 fois plus pour obtenir la moitié de la reconnaissance. J'ai grimpé les échelons. J'ai sacrifié tout. Mon mariage, mes amitiés, la possibilité d'avoir des enfants. Tout pour le succès. Elle a regardé par la fenêtre, perdue dans ses souvenirs. À 35 ans, j'étais directrice régionale d'une grande banque. Je gagnais plus que mes anciens professeurs, plus que mes parents n'avaient jamais pu imaginer. Je portais des tailleurs Chanel, je mangeais dans les meilleurs restaurants. J'avais un appartement magnifique à Neuilly. J'étais vide. Marcus a serré les poings. Cette histoire lui rappelait quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Puis mon père est tombé malade. Cancer du pancréas. Il avait besoin de moi, mais j'avais une fusion importante à gérer. J'ai choisi le travail. Je me suis dit que je le verrais après. Que j'avais le temps. Sa voix s'est brisée légèrement. Je n'ai pas eu le temps. Il est mort un jeudi soir, seul dans sa chambre d'hôpital, pendant que j'étais dans une salle de conférence à négocier des millions. Ma mère m'a appelé. J'ai quitté la réunion. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Sur sa table de chevet, il y avait une lettre. Tourne-moi. Elle a sorti de son sac un papier jauni, plié et replié tant de fois qu'il menaçait de se déchirer. Elle ne l'a pas ouvert. Elle n'en avait pas besoin. Il m'écrivait qu'il était fier de moi, qu'il comprenait que j'avais ma vie à vivre. Mais il disait qu'il espérait qu'un jour je comprendrais que la vraie richesse n'était pas dans un compte en banque, mais dans les moments qu'on partage, dans les rires autour d'une table, dans la main qu'on tient quand quelqu'un a peur, dans le pardon qu'on offre, dans l'amour qu'on donne sans attendre de retour. Marcus sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette nuit-là, j'ai tout remis en question. J'ai continué à travailler. Oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais j'ai changé ma façon de vivre. J'ai commencé à donner. Pas juste de l'argent. Elle a regardé Marcus directement dans les yeux. J'ai appris que chaque personne que je croisais avait une histoire. Que le sans-abri dans la rue avait été ingénieur avant qu'une dépression ne détruise sa vie. Que la femme de ménage de mon bureau avait été professeure dans son pays avant de fuir la guerre. Que derrière chaque visage fatigué, chaque vêtement usé, il y avait une vie entière d'expériences, de rêves, de douleurs et de joie. Marcus a baissé la tête. Il repensait à tous ces gens qu'il avait croisés, jugés, méprisés sans jamais leur donner une chance. À 55 ans, j'ai pris ma retraite. J'avais économisé, investi intelligemment. Mais au lieu de m'acheter une villa sur la Côte d'Azur ou de faire le tour du monde en première classe, j'ai choisi de vivre simplement. Cet appartement dans le 20e arrondissement. Ces vêtements que je garde depuis des années parce qu'ils sont confortables et qu'ils me rappellent qui je suis vraiment. Cette vie modeste qui me permet de donner le reste. Le reste, a murmuré Marcus. Chaque mois, je donne 80% de ma pension et des revenus de mes investissements. Des bourses pour des étudiants qui n'ont pas les moyens. Des microcrédits pour des femmes qui veulent créer leur entreprise. Des dons à des refuges, des associations, des causes qui en ont besoin. Je garde juste assez pour vivre dignement. Le reste va là où il peut vraiment changer des vies. Elle a sorti une photo de son sac. Une jeune femme en toge de diplômée, souriante. Aïcha. Arrivée du Mali à 14 ans. Aucun diplôme reconnu. Parents qui travaillaient 16 heures par jour pour survivre. Elle voulait devenir médecin. Mais comment? Je l'ai rencontrée dans un centre d'aide. J'ai financé ses études. Aujourd'hui, elle est chirurgienne à l'hôpital Necker. Elle sauve des enfants. Une autre photo. Un jeune homme devant une petite boulangerie. Thomas. Orphelin à 8 ans. Ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil. Il rêvait d'ouvrir une boulangerie. Personne ne voulait lui prêter de l'argent. Trop risqué, disaient les banques. Je l'ai aidé. Maintenant, sa boulangerie emploie 6 personnes. Des jeunes du quartier qui avaient besoin d'une chance. Photo après photo. Histoire après histoire. Des vies changées. Des rêves réalisés. Des deuxièmes chances données. Vous voyez, Marcus. Il a sursauté. Il ne lui avait pas dit son nom. Oui, je sais qui vous êtes. Marcus Wellington. L'enfant prodige de la tech. 3 startups vendues. Millionnaire à 30 ans. Je lis les journaux économiques. Vous êtes brillant, aucun doute là-dessus. Elle a posé sa main ridée sur la sienne. Mais je vais vous dire quelque chose que personne ne vous dira jamais dans vos cercles d'entrepreneurs et d'investisseurs. L'argent n'est pas un but.
C'est un outil. Et comme tout outil, sa valeur dépend de ce qu'on en fait. Vous avez 2 millions sur votre compte. Félicitations. Sincèrement. Mais qu'est-ce que cet argent fait? Il dort? Il grossit? Il vous achète des choses qui vous donnent un plaisir momentané avant que vous ne vouliez la prochaine chose. Marcus a senti les larmes monter. Elle avait raison. Son dernier achat. Une montre à 50 000 € qu'il avait portée 2 fois avant de la ranger dans son coffre avec les 10 autres. J'ai 7 millions, oui. Mais je vis dans un 2 pièces. Je mange des pâtes 3 fois par semaine. Je prends le métro. Mes vêtements viennent de friperies. Et pourtant, je vous jure sur la mémoire de mon père que je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été quand je vivais dans le luxe. Pourquoi? La voix de Marcus n'était plus qu'un murmure. Parce que chaque euro que je dépense maintenant a un sens. Parce que je me couche chaque soir en sachant que j'ai fait une différence. Parce que je reçois des lettres de jeunes qui me disent que grâce à moi, ils ont pu réaliser leurs rêves. Parce que je ne suis plus seul dans une tour d'ivoire, mais connecté à des dizaines, des centaines de vies. Elle s'est levée lentement. Vous m'avez ri au nez tout à l'heure parce que je voulais voir mon solde. Vous pensiez que j'avais peur de ne pas avoir assez. La vérité, c'est que je vérifie mon solde pour savoir combien je peux encore donner ce mois-ci. Pour savoir combien de vies je peux encore toucher. Combien de rêves je peux encore aider à réaliser. Marcus s'est levé aussi, les jambes tremblantes. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Réfléchissez. Vous avez réussi si jeune. Vous avez toute une vie devant vous. La question n'est pas combien vous allez gagner. C'est qu'est-ce que vous allez en faire. Quel héritage vous allez laisser. Est-ce que dans 40 ans, vous voulez être l'homme qui avait 10 millions en banque, ou l'homme qui a changé des milliers de vies? Elle a commencé à partir, puis s'est retournée une dernière fois. Mon père disait toujours, on ne possède vraiment que ce qu'on donne. Le reste, on ne fait que le garder temporairement. La mort viendra pour nous tous, Marcus. Elle ne demande pas combien vous avez sur votre compte. Elle demande, qu'as-tu fait de ton temps sur Terre? À combien de personnes as-tu apporté de la lumière? Et elle est partie. Comme ça. Laissant Marcus seul dans le hall de l'agence, le reçu bancaire encore dans sa main tremblante. Il est resté là pendant 20 minutes. Puis il est sorti. Il a marché dans les rues de Belleville, vraiment regardé pour la première fois. Les visages fatigués. Les enfants qui jouaient malgré leurs vêtements troués. Le vieil homme qui vendait des châtaignes, son sourire malgré le froid. La jeune femme qui distribuait des tracts pour une association caritative. Il est rentré chez lui. Son appartement de 250 mètres carrés lui a soudain semblé immense. Vide. Froid. Tous ses meubles design, ses œuvres d'art, ses gadgets technologiques. Pourquoi? Turquie. Il s'est assis devant son ordinateur et a ouvert son navigateur. Il a cherché. Des associations. Des fondations. Des causes. Il a lu des histoires. Des témoignages. Des besoins criants. Et il a commencé à écrire un email. Puis un autre. Puis un autre. 6 mois plus tard, Marcus Wellington a annoncé la création de la Fondation Elisabeth Moreau. 1 million d'euros de dotation initiale. Mission, offrir des bourses d'études, des microcrédits et un accompagnement personnalisé à des jeunes issus de milieux défavorisés. Il a réduit son train de vie. Pas de façon drastique comme Elisabeth, mais significativement. Il a vendu la moitié de ses voitures. Il a déménagé dans un appartement plus petit. Il a commencé à donner son temps, pas seulement son argent. Tous les mardis, il passait la matinée dans l'agence de Belleville, pas pour gérer ses comptes, mais pour rencontrer les bénéficiaires de sa fondation. Pour écouter leurs histoires. Pour offrir des conseils. Pour être présent. 1 an après sa rencontre avec Elisabeth, il l'a revue. Elle a souri. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est vous. Vous auriez pu m'ignorer, oublier cette conversation, retourner à votre vie. Mais vous avez choisi de changer. Ça vient de vous. J'ai nommé la fondation en votre honneur. Pour la première fois, il l'a vue surprise. Puis ému. Je ne mérite pas cet honneur. Si. Vous m'avez sauvé, Madame Moreau. Pas financièrement. Émotionnellement. Spirituellement. J'étais en train de devenir quelqu'un que je n'aurais pas aimé. Quelqu'un de vide malgré tous ces millions. Ils sont restés assis là pendant 1 heure, parlant de leurs projets, de leurs rêves pour la fondation, des vies qu'ils allaient changer ensemble. Quand Marcus est rentré chez lui ce soir-là, il a ouvert son application bancaire. Il a regardé son solde.
Il avait moins d'argent qu'un an auparavant. Beaucoup moins. Et pour la première fois de sa vie, il s'en fichait complètement. Parce qu'il avait quelque chose de plus précieux que l'argent. Il avait un but, un sens, une raison de se lever le matin qui allait au-delà de son propre enrichissement. Il avait compris ce qu'Elisabeth avait essayé de lui dire ce jour-là dans l'agence. Que la vraie richesse n'est pas dans les chiffres sur un écran, mais dans les vies qu'on touche, dans les sourires qu'on crée, dans l'espoir qu'on redonne à ceux qui l'avaient perdu. Il pensait souvent à cette phrase de son père qu'Elisabeth avait partagée. On ne possède vraiment que ce qu'on donne. Et maintenant, chaque fois qu'il vérifiait son solde bancaire, il ne voyait plus un chiffre. Il voyait des possibilités, des vies à changer, des rêves à réaliser, des secondes chances à offrir. Parfois, tard le soir, il se demandait ce qui serait arrivé s'il n'avait pas ri ce matin-là. Si Elisabeth n'avait pas décidé de lui tendre ce reçu. Si elle avait simplement ignoré son arrogance et était partie. Il aurait continué sur sa trajectoire. Plus d'argent, plus de succès, plus de vide. Mais elle lui avait offert quelque chose d'infiniment plus précieux qu'un compte en banque plat. Elle lui avait offert une leçon de vie. Une deuxième chance d'être quelqu'un de bien. Et il n'allait pas gaspiller cette chance. Alors si vous lisez cette histoire aujourd'hui, posez-vous la question. Pas combien vous avez, mais qu'est-ce que vous en faites? Pas combien vous gagnez, mais combien vous donnez. Pas combien vous possédez, mais combien de vies vous touchez. Parce qu'un jour, vous aussi vous serez devant ce distributeur. Vous aussi vous verrez ce solde sur l'écran. Et la seule question qui comptera vraiment sera, qu'ai-je fait de ma richesse? Ai-je construit des murs autour de mon argent, ou ai-je construit des ponts vers les autres? La vraie question n'est pas combien vous avez en banque. C'est combien vous avez dans le cœur. Et ça, aucun distributeur ne pourra jamais vous le dire. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho en vous, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le. Partagez cette leçon avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui, comme Marcus, est peut-être en train de perdre de vue ce qui compte vraiment. Et surtout, agissez. Trouvez votre propre façon de donner. Que ce soit de l'argent, du temps, de l'attention, de la gentillesse. Trouvez votre cause, votre passion, votre façon de laisser le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Parce qu'au final, c'est ça la vraie richesse. Et personne ne peut vous la voler.